de l'Institut économique de Montréal, Germain Belzile, est avec moi. Bonjour. Bonjour. Il faut que je la pose tout de suite, la question. Est-ce que vous cassez le party aujourd'hui? 50 ans du métro, c'est tambour et trompette. Puis... Mon corps, ça peut être party, mais je pense qu'effectivement, c'est le temps des bilans aussi, 50 ans. Nous autres, on dit même, c'est les noces d'or du métro, mais c'est peut-être le temps de divorcer d'un vieux modèle, en fait. Ah oui? Bon, qu'est-ce qui marche pas? J'en ai nommé quelques éléments. L'efficacité, les coûts, les pannes. Qu'est-ce qui est le pire dans le modèle, dans votre esprit? Un peu tout. Les coûts ont augmenté énormément. Les coûts ont augmenté de 163 par kilomètre parcouru en termes réels, donc au-delà de l'inflation. 163 au-delà de l'inflation. Au-delà de l'inflation depuis par kilomètre parcouru, pas au global, parce que globalement, c'est 314 l'augmentation réelle depuis 1966, depuis le début du... Ça s'explique comment? Bien, on n'est pas efficace. Et puis, évidemment, quand on est un monopole d'État, bien, on n'a pas nécessairement... On ne fait pas face à nos actionnaires. Et puis, on est tout seul, en plus, à ouvrir le service. Puis, bien, on s'assoit un peu sur nos lauriers. Les coûts de main-d'œuvre, évidemment, les wagons sont vieux. On dit que les coûts d'entretien sont élevés depuis quelques années. Oui, mais ils ne payent même pas leurs investissements. Il y a une subvention de 700 millions de dollars par année qui vient du gouvernement du Québec. Pour acheter une bonne équipement. Oui, puis tous les trucs qui s'appellent investissement, c'est juste les coûts d'exploitation du système qui ont augmenté dans cette mesure. Qu'est-ce qui coûte cher à exploiter? C'est les coûts de main-d'œuvre? Les coûts de main-d'œuvre, une inefficacité. Il y a plein de choses qu'on pourrait essayer. Saint-Pétersbourg, par exemple, en Floride, juste l'autre bord de la baie de Tampa Bay, ils avaient un gros déficit d'opération. Et puis, ils songeaient à éliminer des routes d'autobus, surtout la nuit. Mais il y a des gens qui utilisent ces routes-là, les gens qui travaillent le soir ou la nuit, par exemple. Puis ils ont un partenariat tout nouveau avec Uber. Et puis, ils ont éliminé des lignes d'autobus, puis c'est Uber qui offre le service de ces lignes-là. 40 000 que ça coûte pour une année. Ça coûtait 140 000 opérer ces deux lignes-là par année. Ils sauvent 100 000 par ligne. Oui, exactement, pour les deux lignes. Ouais. Puis il y a plein de choses comme ça. Puis on a privatisé à l'extérieur, on a privatisé en Angleterre, on a privatisé en France, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des centaines de sociétés de transit qui sont privatisées en tout ou en partie et qui rapportent des baisses des coûts d'exploitation de 10 à 70 Parce qu'on dit que c'est un monopole d'État, mais on est comme pogné que ce soit un monopole. Il ne peut pas avoir une concurrence. Il ne peut pas avoir deux métros qui roulent un par-dessus l'autre puis on prend le meilleur des deux. Là. Donc, c'est comme un service public qui, par sa définition même, va être unique. Comment on privatise ça? OK. Bien, les autobus, c'est facile de privatiser. On le fait sur la Rive-Sud, par exemple. Le transport interrégional, par exemple. Là, sur la Rive-Sud, c'est privatisé. Puis on fait des appels d'offres, tout simplement. On peut faire la même chose pour le métro. Il y a beaucoup de villes en Europe, en Scandinavie, entre autres, où on a privatisé. L'État garde les actifs, puis fait les investissements. Et puis, il y a une société qui opère, puis elle fait des appels d'offres. On fait un appel d'offres pour trouver un opérateur. Un opérateur, puis l'opérateur va opérer pendant un certain nombre d'années, puis on lui fixe des paramètres. On veut tel service, on veut pas plus que tant de panne, etc., etc. Et puis, eux autres s'arrangent avec ça. Vous venez de prononcer le mot panne, là. C'en est un des problèmes, ça. Ah oui, bien, les pannes ont doublé, en gros, depuis 1960. Depuis qu'on a ouvert le métro, là, on était à 6 et quelques par million de kilomètres. On est rendu à 12 et quelques. Donc, c'est pas une vue d'esprit. Il y a vraiment plus de pannes. Moi, ce matin, pour aller au bureau... Alors que ça devrait être le contraire. Normalement, bien là, c'est parce que les wagons sont vieux, mais logiquement, on devrait s'améliorer, régler les problèmes puis réduire le nombre de pannes. Tout à fait. Puis surtout, quand on fait beaucoup plus de millions de kilomètres, si on a le même nombre de pannes, ça diminuerait les pannes par million de kilomètres. Mais si c'est pas le cas, ça double. Et puis, moi, ce matin, une panne de métro sur la ligne verte, suivie d'un long arrêt à une station. OK, donc... 7 stations. 7 stations que je faisais. OK, donc vous avez fait du métro ce matin. Oui, je le fais régulièrement. Et vécu la situation vous-même. Bon. La question de ce qu'on appelle l'efficacité, les gens, quand même, les usagers qui utilisent le métro voient pas tous les manques d'efficacité. Ils ont quand même l'impression, à part les pannes, ils ont quand même l'impression que c'est un système qui est bien rodé, qui est là tous les jours. La perception qu'on a, c'est qu'on a même, par exemple, la vente des billets, qu'on l'a beaucoup automatisé. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses de plus qu'on pourrait faire plus efficace? En fait, l'inefficacité est cachée. Même si le prix des billets, par exemple, a monté de 45 de plus que l'inflation depuis l'an 2000, c'est pas rien. Le prix des billets a monté plus vite que l'inflation? Ah oui, de 45 depuis l'an 2000. Donc, 45 les usagers aussi, ils goûtent, là. Oui, mais ça, c'est malgré le fait que 54 du budget d'opération de la STM, c'est des subventions. C'est juste, nos billets ne payent que 46 les revenus autonomes de la STM, ce qui est publicité et toutes les choses dans le métro, plus les billets de métro, c'est juste 46 du budget d'opération de la STM. Fait qu'on est en train de... En fait, on paierait l'équivalent de, je sais pas, 6 7 du billet si on avait à payer l'ensemble des frais. Personne ne le prendrait. C'est ça. Mais sauf que c'est caché. Puis ça veut dire que votre mère, mettons aux Îles-de-la-Madeleine ou en Gaspésie, elle paye des taxes de vente là, pour payer le métro de Montréal.
parce que c'est l'ensemble du Québec qui paye pour ça. Et ça, en Angleterre, quand on a privatisé à Londres, par exemple, on a coupé les subventions. On en a profité pour couper les subventions. Donc, à Londres, présentement, le métro est privatisé. C'est-à-dire à Londres, les autobus, l'exploitation des autobus est privatisée. Dans toutes les banlieues, c'est entièrement privatisé. Et puis, c'est pour ça qu'on a coupé les subventions complètement. Ouais. Il y a plein de villes en Europe où on a privatisé le système. Alors qu'ici, les subventions sont à plus de 50 du fonctionnement. Du budget d'opération, plus les subventions pour l'investissement. Mais dans n'importe quel autre système où on a une entreprise privée, l'entreprise privée assume l'investissement et les coûts d'opération et assume tout. Là. Et ça, évidemment, ça s'en va sur la dette au Québec, hein, parce que notre dette augmente à chaque année. Ce qui s'appelle investissement dans les infrastructures, par exemple, ce n'est pas comptabilisé dans le budget. C'est financé par des emprunts, ou à peu près tout financé par des emprunts. C'est ça. Donc, nos enfants paieront ça un jour. Ouais. Le renouvellement, les nouveaux wagons, tout ça, avez-vous le sentiment que ça a été bien fait, que c'est une modernisation qui est bien faite, qui est souhaitable? Ils n'ont pas juste fait des mauvais coups. Je pense qu'il fallait qu'on fasse... en fait, je pense que les wagons avaient passé leur temps. Là. Ils étaient rendus passés date, comme on dit. Il fallait le faire. Maintenant, je pense qu'on a fait une erreur de départ. On n'aurait pas dû peut-être passer à un système pneumatique au départ. Partout dans le monde, c'est des systèmes sur rail qu'on a. Là. Puis ça, je pense que ça crée des coûts plus importants. Mais on est pris avec cette décision-là maintenant. Là. Mais je pense qu'il faut renouveler nos infrastructures. Il ne faut pas attendre. Mais ça, c'est un problème généralisé, je vous dirais, de l'État. Hein. On attend à la toute fin pour faire une dépense d'infrastructure parce que c'est pas très payant politiquement de le faire. Puis on le voit avec les cônes orange à Montréal, par exemple. Là. Mais ce ne serait pas très payant politiquement. Je veux dire, dans l'état actuel de l'opinion publique, j'ai l'impression que demain matin, le gouvernement du Québec ou la ville de Montréal, ou les deux diraient on veut privatiser le métro. Ce serait une révolution? Bien, essayons-le peut-être par morceaux. Il y a un vieillissement de la main-d'œuvre de la STM. Pourquoi on ne profite pas du fait qu'il y a moins de chauffeurs, on n'en embauche pas de nouveaux? Et puis, à la place, on privatise des pans. Par exemple, on dit tel quartier va être desservi par une compagnie privée, et puis on fait des appels d'offres pour ça, puis on verra ce que ça donne. Mais où on a fait des expériences comme ça, c'est largement bénéfique. C'est très, très bon. Puis il y a plein de villes où on a privatisé en partie, et puis avec des baisses de coûts qui sont étonnantes, de 10 à 70 de baisse dans les coûts d'opération. Avec une qualité qui s'améliore. Si on proposait de transférer ces baisses de coûts-là sur l'usager, peut-être que l'opinion publique basculerait un peu. Aussi. Bien, en fait, on peut très bien faire des appels d'offres dans lesquels on fixe le prix, par exemple. On pourrait fixer le prix plus bas que maintenant. Là. Et moi, je n'aurais pas de problème à ça. Les entreprises vont soumissionner en fonction de ça, puis ils vont donner le service. Là. Puis en plus, elles ne sont pas efficaces, on en prend une autre.